Imaginez que vous vouliez attraper le Soleil, dont la température tourne autour des 100 millions de degrés Celsius, pour l'enfermer dans une bouteille. On peut le faire en fabriquant une bouteille magnétique. Mais comparé à tout ce que l'homme a accompli par le passé, marcher sur la Lune ou séquencer l'ADN par exemple, c'est un sacré défi. Nous sommes paresseux. Entre suivre un chemin très facile ou suivre un chemin très difficile, nous choisirons toujours la première alternative. C'est pareil dans le domaine de l'énergie. Nous brûlons les combustibles fossiles, le charbon, le gaz naturel et le pétrole, ce qui altère l'environnement. Nous devons trouver une source d'énergie propre et inépuisable. La fusion en est une. Honnêtement, si nous ne parvenons pas à la maîtriser, nous serons condamnés. Notre objectif est de créer une étoile artificielle. Mais les étoiles ont deux choses que la Terre n'a pas, leur gigantisme et leur masse. Ainsi, le Soleil est un réacteur de fusion remarquable qui jouit du soutien du grand public. Il fonctionne sur le principe de la gravité et possède un champ magnétique qui confine le plasma. Mais le Soleil est gigantesque. Près d'1 400 000 km de diamètre. Comme on n'aura pas de réacteur aussi grand, il faut tout miser sur les champs magnétiques. C'est possible, mais complexe à mettre en œuvre sur une grande échelle. On y travaille depuis 40 ou 50 ans. Ce qui est fou dans les travaux de cette époque, c'est qu'on ignorait comment les étoiles produisaient leur énergie. Le physicien nucléaire Hans Bethe participait à un séminaire au cours duquel il devait donner une conférence sur le cycle de la fusion nucléaire des étoiles. La veille, il avait rendez-vous avec une dame. Ils sont allés se promener et il a eu cette phrase que je trouve extraordinaire. « Les étoiles sont magnifiques, non? Et à cet instant précis, je suis le seul au monde à savoir pourquoi. » In the sun's core, when these particles are accelerated to high speeds and collide, they fuse. Fusion fuel is an essentially infinite supply and is available to all countries at negligible cost. The fuel for fusion is in common water. Fusion will produce no noxious chemical combustion products, and there will be absolutely no chance of a runaway reaction. And fusion will not involve materials that could be stolen or used for clandestine purposes. When I came into this project almost 20 years ago, there was a tremendous amount of enthusiasm. Everyone was confident of success. In the Zeta apparatus, we have produced temperatures which are about 1/3 of those at the center of the sun. That this enthusiasm was a kind of ignorant enthusiasm. As fusion researchers have painfully discovered, it's just not that simple. After this initial enthusiasm, then came a decade of caution and skepticism. And now, after 20 years, we are back to enthusiasm. In the early 1980s, we expect to create many thermal megawatts of fusion energy for the first time. La planète a besoin d'une énergie colossale, qui jusqu'à présent a été fournie par les combustibles fossiles. Grâce à cela, on a fait un bon bout de chemin, mais on doit s'arrêter. On teste donc des énergies alternatives. Néanmoins, ça s'avère très difficile d'en trouver une qui soit aussi pratique
et aussi rentable que le pétrole, le gaz et le charbon. On connaît deux méthodes de production d'énergie nucléaire, la fission et la fusion. La fission consiste à briser en deux un gros noyau, ce qui dégage beaucoup d'énergie. C'est ainsi que nos réacteurs fonctionnent et ça marche très bien. Il y a aussi la fusion. Ça me plaît. C'est beaucoup mieux. On fait fusionner deux petits noyaux pour obtenir un atome d'hélium. Ça produit beaucoup d'énergie. Si la fusion était utilisée sur toute la planète, on pourrait extraire le combustible des océans pendant des milliards d'années. Mais alors, si la fusion est aussi géniale, pourquoi on ne s'en sert pas? Eh bien, le hic, c'est que la fusion est très difficile à obtenir. En physique, la fusion, c'est la fusion de deux noyaux. En général, on utilise des noyaux ou des isotopes d'hydrogène. Lorsqu'ils se percutent, ils fusionnent et donnent un noyau d'hélium en libérant une grande quantité d'énergie sous la forme d'un neutron rapide. C'est la réaction nucléaire. Le problème est que ces noyaux ont tous les deux une charge électrique positive et se repoussent. Ils partent là ou là, mais ne fusionnent pas. Pour fusionner, ils doivent se heurter à très grande vitesse. Or, dans un gaz, la vitesse dépend de la température. Il faut le chauffer afin que l'agitation thermique soit assez élevée pour provoquer la collision des noyaux. La température requise est de 150 millions de degrés. C'est comme ça que les étoiles fonctionnent. Elles sont tellement chaudes qu'il se produit une réaction de fusion. Sur Terre, on doit porter le gaz à cette température. Autre problème, un gaz aussi chaud va se refroidir très rapidement. On injecte de l'énergie pour le chauffer, mais la chaleur s'échappe. Mais quand le gaz est suffisamment chaud, les atomes fusionnent et libèrent de l'énergie. L'idée est donc de libérer plus d'énergie qu'on en injecte. The most ambitious attempt to harness fusion as a source of power is taking shape in France. The project is costing £13 billion and it's being backed by a whole swathe of countries around the world. Le tokamak ITER comportera environ 1 million de pièces. C'est un vrai cauchemar de savoir où elles se trouvent, où elles vont et à quoi elles ressemblent. Le montage du tokamak se fait du bas vers le haut. Il n'y a donc qu'une seule façon de procéder. Quand une pièce manque, on est obligé d'attendre pour continuer. Il est donc essentiel de tout planifier et de faire en sorte que chaque pays nous livre chaque pièce en temps et en heure. Tous les participants veulent assimiler l'ensemble des technologies. Par conséquent, on confectionne la fabrication d'une pièce d'un composant à l'un d'eux et une autre pièce du même composant à un autre, de façon à ce que tout le monde apprenne. Heureusement, chaque composant ne comprend généralement pas plus de 3 ou 4 pièces. On doit communiquer avec tous les autres membres, comme on les appelle, c'est-à-dire la Corée du Sud, le Japon, la Russie, la Chine, les États-Unis et l'Inde. On n'a pas un seul interlocuteur, mais 3 ou 4 pour le même composant. Étant donné qu'on repousse les limites de la technologie, on tombe parfois sur des problèmes inédits, mais il faut absolument les résoudre. Critics point out that the costs have trebled in 5 years, and they say the whole project is a gamble that won't pay off. Cette organisation complexe et notre budget nous permettront d'être dans les temps. Actuellement, c'est ce qu'il y a de plus difficile, tenir les délais. What's slowly taking shape here in the southern French countryside could provide the answer to the world's energy crisis, or it might prove one of the most expensive failures in scientific history.
Quand j'ai commencé à travailler sur la fusion au milieu des années 80, tout le monde pensait que ça marcherait et que le procédé serait généralisé en une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, ça fait 35 ans, non, 30 ans que je travaille dessus. Jusqu'en 2000, on a avancé à une allure vraiment soutenue. Mais depuis, on est confronté à un problème. Pour passer à l'étape suivante, on a besoin d'une machine plus grosse. Et malheureusement, la construction d'une telle machine est plus longue et beaucoup plus complexe. Je sais que je serai à la retraite avant qu'ITER ne fonctionne. Je suis comme un bâtisseur de cathédrale. Celui qui posait une brique, puis une autre, et ainsi de suite pendant toute sa carrière, et qui ne voyait jamais la cathédrale, parce qu'on mettait des siècles à construire. Le délai de construction d'une installation comme ITER est d'une centaine d'années. Le tokamak a été inventé il y a longtemps en Union soviétique. L'idée d'une énergie issue de la fusion nucléaire a été trouvée par Oleg Lavrentiev, loin de tout, sur l'île de Sakhaline. Il n'avait pas fait d'études. C'était un autodidacte. Il est le premier à avoir eu l'idée d'un réacteur de fusion nucléaire. Il l'a transmise à Moscou et a été reçu par Staline. Il n'avait pas raison sur tous les points. Mais sa proposition a conduit Andrei Sakharov, un vrai scientifique, à imaginer une vraie solution. Le tokamak. On est alors tombé d'accord sur l'importance d'une coopération internationale dans ce domaine. Je m'appelle Evgeny Velikhov et aujourd'hui j'ai le titre de machin chose honoraire. On est passé à l'étape suivante à l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev. J'ai eu une idée. Je lui ai dit de proposer la construction d'un réacteur de fusion à François Mitterrand. Tout le monde n'était pas franchement optimiste. Et puis, c'est à ce moment-là que Gorbatchev a rencontré Ronald Reagan à Genève, pour la première fois. On a connu un tas de premiers ministres et de présidents depuis. L'Union soviétique a disparu, remplacée par la Russie. L'aventure a dépassé le cadre de la politique.
Le plus difficile est d'assembler les pièces immenses au millimètre près. C'est particulièrement vrai des aimants appelés bobines de champ toroïdal. Ce sont ces bobines qui créent le principal champ magnétique d'ITER, c'est-à-dire la bouteille magnétique qui confine le plasma et le maintient à l'écart des parois. Or, l'homogénéité et l'efficacité du plasma dépendront de la précision de leur assemblage. La finesse et la rigueur du montage des aimants détermineront les performances futures d'ITER pour des décennies. C'est pourquoi c'est un vrai défi. J'ai été ravi qu'on décide de lancer la construction d'ITER. Quand on m'a chargé de la fabrication des bobines de champ toroïdal, c'est un rêve qui se réalisait. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. C'est important qu'on prenne des précautions en amont pour éviter qu'en voyant des fissures, les gens disent « Ah, c'est pas notre faute ». Personne ne voudra l'assumer. Aucun de nous ne pense que la fissure se propagera, mais mieux vaut le prouver. Bonjour. Bonjour. Pour faire ce boulot, il ne faut pas craquer facilement. Il faut être très sûr de soi parce que sinon, on sera paralysé par la trouille. Bien que le projet ITER soit actuellement la plus grande collaboration scientifique internationale du monde, personne n'en a entendu parler. ITER est financé par des fonds publics. Le projet est entièrement subventionné par l'ensemble des pays participants. Autrement dit, c'est le contribuable qui paye les travaux. C'est pourquoi la transparence et une politique d'ouverture font partie de nos priorités en matière de communication. Je ferai remarquer que tout dépend des sommes investies en fonction du temps. Puis j'enchaînerai en disant, voilà le financement des États-Unis, financement qui n'a cessé d'augmenter jusqu'en 1978, avant de diminuer de façon notable en dollars constants. C'est compréhensible et très honnête, mais je ne veux pas. Tu parles du financement des États-Unis. Or, lors d'une présentation officielle, il ne faut critiquer personne. En revanche, on peut dire c'est difficile. Dans les années 70, les subventions crevaient le plafond parce que tout le monde voulait des résultats immédiats. Et puis, c'est retombé. Mais on a réussi à tenir. Et aujourd'hui, on construit le plus grand réacteur de fusion du monde. La bonne nouvelle, c'est que nous, ça va. Mais qu'en sera-t-il des générations futures? Je suis étonné de la modicité des financements. Auriez-vous pu avancer mieux et plus rapidement s'ils avaient été plus importants? Oui. Une étude a été menée dans un pays membre, que je ne nommerai pas, dans les années 70. Le résultat avait montré que si on avait maintenu un niveau de financement de l'ordre de 800 millions d'euros par an, la construction d'un réacteur de type ITER aurait été achevée en une vingtaine d'années. Avec un montant de 500 millions, on passait à une durée de 30 ans. Le point de non-retour aurait été atteint avec un investissement de 300 millions par an seulement. Dans ce cas, il aurait fallu une éternité pour terminer. Compte tenu des coûts de technologie de soutien et des frais administratifs, avec une enveloppe de moins de 300 millions, on faisait une croix sur la fusion.
Et justement, ce pays n'a jamais investi plus de 200 millions dans le projet. Plus les sommes sont élevées, plus le retour est rapide. Or, on a investi les clopinettes. Je doute que l'idée d'un réacteur de fusion à hydrogène soit accueillie favorablement aux États-Unis. La majorité des Américains ne comprend toujours pas la différence entre la fission de l'uranium, qui est le principe de réaction des centrales nucléaires depuis plus de 40 ans, et la fusion de l'hydrogène, que je considère comme la méthode de l'avenir. D'abord, c'est un défi phénoménal sur le plan de l'ingénierie. Sans compter que relever un défi de cette ampleur à un coût fixe est une gageure en soi. Ensuite, il faut surveiller étroitement les coûts et les délais si on veut que les pays financeurs continuent de subventionner le projet et soient réellement convaincus qu'il vaut l'argent investi. Je m'intéresse à la fusion depuis mon enfance. J'avais 8 ans quand ma mère m'a offert mon tout premier livre scientifique. C'était sur le Soleil. Je me souviens encore parfaitement de l'illustration qui montrait un train de marchandises long de centaines de millions de kilomètres. Il transportait la quantité de charbon équivalente à l'énergie produite par la fusion du Soleil en une seule seconde. Après l'obtention de mon diplôme, je n'ai pas voulu travailler dans ce domaine. À l'époque, il n'y en avait que pour le tokamak, qui reste le type de réacteur de fusion le plus subventionné. Du coup, je m'étais dit, ça y est, c'est réglé. Et je m'étais tourné vers l'astrophysique. Mais très vite, il s'est avéré que non, ce n'était pas réglé. La première erreur a été commise par le gouvernement, qui a décidé dans les années 70 de mettre tous ses œufs dans le panier du tokamak. 40 ans plus tard, on est obligé d'admettre qu'on ne sait pas quelle méthode permettra d'arriver à la fusion. Et on sait encore moins quelle méthode de fusion sera la plus économique. Il est donc nécessaire d'aborder les choses sous un angle plus global et d'étudier toutes les bonnes idées. Par bonnes idées, je n'entends pas celles dont je pense qu'elles pourraient marcher, mais celles dont je ne peux pas prouver qu'elles ne marcheront pas. C'est une question vitale pour l'humanité. Quelle est la source d'énergie susceptible de remplacer les combustibles fossiles et qui soit à la fois sûre, propre, illimitée et plus économique que toutes celles dont on dispose aujourd'hui? À l'époque, j'habitais sur l'île Bowen. Et à vélo, je mettais 10 minutes pour aller au garage. Dès que les pièces arrivaient, je les assemblais. Je menais toutes les expériences moi-même. De toute façon, j'étais tout seul. C'était vraiment super, j'adorais ça. J'ai construit la machine, puis j'ai commencé à la tester. Mais les résultats n'étaient pas bons, ce qui généralement est le cas. Alors j'effectuais des réglages et peu à peu, je suis parvenu à créer des neutrons. J'étais absolument ravi de mes neutrons. Puis au bout d'un moment, j'ai essayé de trouver des investisseurs. Ma société s'est développée et a prospéré.